Vous êtes fan de documentaires, l'émission qui va suivre est pour vous. Que vous les regardiez en ligne ou sur votre télévision en ces temps de confinement, ça peut vous faire du bien. Nous parlerons des 20 ans du Festival des Escales documentaires de La Rochelle avec Didier Roten, son président. Nous accueillerons Aurélie Bambuc, réalisatrice du film Barnet-Bambuc, athlète engagé, où l'itinéraire sportif, politique et tout simplement citoyen d'athlètes hors pair des années 60-70. Nous accueillerons aussi Laurent Tournebise, le réalisateur du film Hervé Lecor à l'encre noire. Hervé Lecor, l'un des maîtres du roman policier en France aujourd'hui. Et puis la musique, le rap, le jazz, au secours d'un alcool fort bien de chez nous, nous vous parlerons de la double vie du cognac. Côté Doc, le magazine de l'actualité du film documentaire en Nouvelle-Aquitaine, c'est dans un instant. Bonjour et bienvenue sur Noah. C'est l'un des festivals les plus prisés, les plus sympathiques de l'Hexagone, non seulement parce qu'il se passe à La Rochelle, mais surtout parce qu'il accueille depuis 20 ans les plus grandes signatures du documentaire. Jean Rouch, l'initiateur du cinéma direct et ethnographique, Raymond Depardon, Marceline Loridan, Sébastien Lifitz ou encore Stéphane Mercurio, pour ne citer que quelques-uns. Alors, avec nous pour en parler, j'ai invité dans Côté Doc Didier Roten, producteur de films et président des Escales documentaires. Pendant qu'il prend place, je vous propose de regarder la bande-annonce du festival. Didier Roten, bonjour et bienvenue sur Noah. Alors, pour tout dire, nous devions être dans le grand hall de la coursive de La Rochelle pour enregistrer cette émission, mais confinement oblige, nous avons dû nous replier aussi en studio. Cela ne change rien, donc au plaisir de vous accueillir ici. Vous avez dû aussi vous changer vos plans pour cette 20e édition des Escales documentaires. Vous faites les frais aussi de la crise en quelque sorte, mais vous avez tenu aussi à garder un lien avec le public. Expliquez-nous. On a tout de suite repensé à notre première année, puisque c'est vrai que cette année on fête nos 20 ans. Donc au début du festival, on voulait rendre visibles des documentaires et aussi leurs auteurs, leur apporter une certaine reconnaissance et leur faire rencontrer le public. Et on s'est dit, on ne va pas lâcher. Là, il y a une semaine qu'on a appris cette nouvelle et qu'on a dû tout remettre en question, le festival cette année, la 20e édition. Donc on a décidé de mettre en ligne la compétition internationale et le prix des jeunes. Et aussi plusieurs petites surprises que vous découvrirez sur escaledocumentaire.org. Mais on a tenu vraiment à ce qu'il y ait des films qui soient offerts au public. Pourquoi ? Parce que les réalisateurs aussi qui ont travaillé sur ces films pendant des années souvent, c'était un moment très important pour eux. Il y a aussi un prix qui peut récompenser, qui peut leur apporter aussi un soutien pour leur prochain film. Et aussi le public nous attendait aussi. Donc là, il va pouvoir découvrir ces films qui sont tous très forts et très marquants en ligne. À l'occasion de cette édition. On verra un peu plus tard combien le lien justement avec le public est important. Alors Didier Roten, vous avez avec les Escales documentaires vu passer du monde et montré de nombreux films. Marceline Loridan, mais aussi Raymond Depardon que l'on voit sur ces photos. Avant de revenir sur l'histoire, arrêtons-nous d'abord donc sur le présent. Vous aviez invité cette année comme un membre éminent aussi du jury, en tout cas comme invité spécial, Sébastien Lifitz et aussi Stéphane Mercurio. Je précise, Stéphane Mercurio est une femme, pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors rappelez-nous la place que ces deux réalisateurs tiennent justement dans le monde du documentaire en France. Alors Sébastien Lifitz, que peut-être maintenant le grand public connaît bien. Bien sûr, il y a eu Les Invisibles avec un César, mais il y a eu très dernièrement Adolescente. Adolescente, un film qui suit sur 5 ans deux jeunes filles. On parle beaucoup en ce moment, enfin.
Tout à fait, dont on parle beaucoup, qu'on a vu, qu'on reverra aussi, puisqu'il est sorti il y a quelques mois. Et donc Sébastien, dès le soir de l'allocution présidentielle, m'a téléphoné, m'a dit Didier, tu peux compter sur moi, je reviens quand tu veux, on va continuer à faire des choses ensemble, puisqu'on avait prévu aussi une exposition photo, des photos de Sébastien Lifshitz, puisque justement, qu'est-ce qui a donné corps à ce film Les Invisibles? C'est une série de photos que Sébastien a chinées dans le monde entier, des couples homosexuels du siècle dernier, dans leur quotidien. Rien d'exubérant, mais des gens, deux femmes, on se demande est-ce qu'elles sont mères, est-ce qu'elles sont sœurs? Non, elles sont amantes et c'est ce qu'explique Sébastien Lifshitz dans ce film Les Invisibles, notamment. Alors justement, on en parle de ce film, on l'a dit, vous l'avez dit Didier, que ce film a eu le César du meilleur documentaire en 2013. Alors Les Invisibles, je vous propose tout de suite de regarder un extrait. Je ne sais pas exactement comment je suis redevenu homosexuel. D'ailleurs, je dois te dire que j'ai une femme et 5 enfants. Oh mon Dieu. Alors donc, ma vie amoureuse, elle a été, si tu veux, ballottée entre hommes et femmes, mais elle a été tout à fait heureuse puisque je me suis toujours adapté à la fonction qu'il pouvait y avoir. Je pouvais faire la femme et l'homme. Il faisait si beau, le soleil était si chaud, et nous si nus. Ça a été le bouleversement total. Comment une vie bascule à travers une main qui s'aventure. Le scandale à cette époque, c'était de le revendiquer. C'est contre nature ce qu'ils font quand même, hein. Moi, je trouve ça dégoûtant. Alors, les mal baisés, oui, on est mal baisés, oui. Ah bah, t'as trouvé. J'ai eu une période où je m'habillais comme une folle, mais le souvenir que j'en ai, c'est que ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a libéré. Alors Didier Roten, je rappelle que vous êtes producteur aussi et président des Escales Documentaires. Comment vous faites pour sélectionner tous ces films pour ce festival? Bon, j'imagine qu'avec Les Invisibles, une belle carte de visite, le choix n'a pas été difficile à faire. Alors depuis le début de cette aventure des Escales Documentaires, on a voulu inviter des grands noms du documentaire. Pourquoi? Pour forger notre regard et puis aussi celui du public à ce cinéma que l'on connaissait peu, que l'on connaît un peu mieux, mais dont on découvre toujours les grands maîtres du documentaire, et Sébastien va le devenir. Donc on choisit, comme ça on réfléchit, on prend un thème pour le festival. Cette année c'était culture et contre-pouvoir. Ça c'est pour les invités, les moments spéciaux qu'on va créer au festival, mais il y a aussi tous ces films qu'on reçoit dans ce qu'on appelait la compétition internationale ou le prix des jeunes. Donc on reçoit près de 1000 films. Et donc on a un système bien particulier aux Escales Documentaires, puisque ce sont nos membres bénévoles, volontaires, qui pendant 6 mois vont regarder des films et présélectionner ces films. Et toutes les semaines, il y a des échanges, il y a des discussions sur les films. Et en finale, c'est un comité de sélection resserré de 6 à 7 personnes avec un regard aiguisé qui va choisir le meilleur de cette production documentaire. Alors justement, autre grande signature du film documentaire, du documentaire américain, montré aux Escales de La Rochelle, Robert Kramer. S'il était encore de ce monde, vous l'auriez invité, vous auriez aimé l'avoir Bien sûr, on aurait adoré recevoir Robert Kramer. Et là, cette année, on devait recevoir aussi sa fille, Keja Kramer, qui est aussi cinéaste. On avait prévu toute une journée d'études qui serait tombée justement au lendemain de ces élections américaines dont on parle tant, pour justement redécouvrir cette société américaine à travers justement le film de Robert Kramer qui a marqué son époque, Route One USA. Dont on va voir un extrait justement. Alors justement ce fameux Route One, Route One c'est ça, filmé en 1989, sorti en 1989 et il a déjà maintenant plus de 30 ans et on va en voir un extrait justement. Walt Whitman. Listen to this. Song of the open road. Afoot and lighthearted I take to the open road. Healthy, free, the world's before me. The long brown path before me, leading wherever I choose. Isn't that nice? Okay, Doctor. How come you chose Whitman? Because he talks about America that I love, and there's the other America down the road there, and I felt like I needed something to hold up against it.
Route One, voilà justement de l'américain Robert Kramer, qui aurait dû être diffusé ce soir à la Coursive et donc qui sera projeté au printemps prochain, donc au printemps des Escales. C'est ça, Didier ? Voilà, on a décidé de reporter ces grands rendez-vous à ce qu'on va appeler le printemps des Escales. Donc on n'a pas fixé de date, bien sûr, vous comprenez pourquoi, mais ce sera au mois de mars, au printemps en tout cas, qu'on aura ces grands rendez-vous avec ces grands films. Et justement, Route One USA, c'est vraiment un très bon exemple, puisque c'est au niveau de la forme, c'est entre la fiction et le documentaire. C'est un film qui dure 4 heures, mais qui nous fait partir très très loin. Alors, nous donnez envie d'aller au festival et de regarder, de revoir, pour ceux qui l'ont déjà vu, ce film. Au fond, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur qui sont les gens qui vont au festival ? Qu'est-ce qu'ils vont y chercher d'après vous ? Quels échanges vous avez avec eux ? On a vraiment un public très divers. Un public de tout âge, puisque justement, depuis le début, on a su diversifier nos lieux de diffusion. Disons qu'on diffuse dans différentes salles. On diffuse à la médiathèque Michel Crépeau, on diffuse au Carré Amelot de La Rochelle, un lieu de la culture populaire, à la Coursive, au Centre Intermonde, dans différents lieux et dans des cafés. Donc des gens qui n'allaient pas au cinéma, qui ne voyaient pas ces films, ont connu les Escales documentaires, peut-être un soir, dans un café sur le port, en voyant un film de Jean Rouch. Événement marquant pour eux. Donc on a comme ça réuni un public très divers qui est fidèle, que l'on revoit tous les ans. Et maintenant, il y a des gens qui viennent de loin aussi pour voir ces films-là. Il faut dire que les Escales documentaires, c'est un des plus anciens festivals de films documentaires de Nouvelle-Aquitaine. Et aussi, la force de ce festival, c'est sa convivialité. Puisqu'en fait, on discute, on reçoit tous les réalisateurs sont invités pour présenter leurs films. Donc, il y a des échanges, il y a des lieux réservés pour ça, et c'est ça qui est très fort. Justement aussi pour les jeunes cinéastes aussi, pour eux, c'est vraiment très riche. C'est une belle fenêtre pour eux, en tout cas, oui. Tout à fait. Voilà. Et donc, Didier, restez avec nous. Les Escales documentaires, donc, c'est à voir en ligne sur le site qui doit s'afficher sur votre écran. Merci d'être venu, restez avec nous. Donc, et à présent, place au film du mois. J'accueille la journaliste et réalisatrice Aurélie Bambuc. Bonjour Aurélie Bambuc, vous rentrez tout juste des Antilles où vous avez présenté votre film Barnet Bambuc, athlète engagé, un film très personnel produit par Camille Monin et l'Enfant Sauvage et France 3 Nouvelle-Aquitaine. Vous y retracez l'itinéraire pas toujours facile de vos parents, champions d'athlétisme, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi question de leurs origines, de leur parcours, de leur engagement, qu'ils soient politiques ou tout simplement citoyens. Alors d'abord, je propose de regarder tout de suite un extrait de Barnet Bambuc, athlète engagé. Un double champion d'Europe de sprint. Une triple championne de France de saut en hauteur. Roger Bambuc et Ghislaine Barnet font briller l'athlétisme français dans les années 60. Le sprinter guadeloupéen et la sauteuse martiniquaise collectionnent les titres et les records. Ils participent à 2 Jeux olympiques chacun, de Tokyo à Munich, en passant par Mexico. Mais les performances n'effacent pas la couleur. Les champions antillais sont confrontés au racisme dans un pays où le mot diversité ne fait pas encore l'actualité. Je ne suis pas française, mais je suis en équipe de France. Ghislaine Barnet s'affirme à une époque où les femmes commencent à peine à lever le poing. Roger Bambuc, lui, connaît les poings levés, se battre pour la victoire, se battre pour ses droits, même combat. La lutte se poursuit loin des stades. La sauteuse enseigne son art, le sprinter s'accomplit dans une campagne électorale et dans un ministère. Le duo de champions devient un couple. Roger Bambuc et Ghislaine Barnet sont mes parents, mais j'ignore encore une partie de leur vie. Aurélie Bambuc, pourquoi faire un film sur ses parents ? Pour leur rendre hommage ou alors parce que c'est difficile de vivre à l'ombre des grands champions ou des personnalités politiques qu'ils étaient, comme votre père ? On rappelle qu'il a été ministre des Sports.
Pour l'hommage d'abord, parce qu'ils sont beaux, vous avez vu, et je les ai découverts grâce à ce documentaire tels qu'ils étaient quand ils étaient jeunes, parce que tous les enfants ont envie que leurs parents soient éternels, et qu'à travers un documentaire, voilà, j'ai l'impression de les avoir rendus éternels d'une certaine manière, et parce qu'ils ne se sont jamais retournés sur leur carrière. Moi, je suis née bien après, ils ne regardent pas dans le rétroviseur, et donc n'ont jamais parlé de ce qu'ils ont fait par le passé. Donc moi, je me suis dit, au bout d'un moment, j'en ai assez d'apprendre les choses par Wikipédia. J'ai des enfants, j'ai envie qu'ils sachent qui étaient leurs grands-parents. Et donc voilà, donc je me suis mise à fouiller dans la maison de Dordogne familiale, parce que c'est là qu'ils ont tout conservé. Les archives, les photos, archives, les mais films. ils n'ont jamais rien mis en avant en fait. Les coupes et les médailles ne sont pas exposées. Ils sont restés discrets. Faut les fouiller, faut trouver dans la boîte à chaussures, dans la boîte des décorations de Noël, il y a la médaille de Mexico. Donc voilà, fallait retrouver tous ces documents-là, et j'en ai retrouvé au moins 600 entre les articles et les photos, et je me suis mise à travailler là-dessus, à recueillir les mémoires de mon père, parce qu'il a eu une lourde opération qui a changé sa voix, donc je l'avais enregistré avant, et j'ai mis dans la lumière ma mère. Finalement, j'ai mis dans la lumière une championne méconnue qui est ma mère, qui a été triple championne de France de 100 hauteur, et mis dans la lumière un champion oublié qui est mon père, parce qu'il a fait briller beaucoup de yeux, et j'en vois encore aujourd'hui de personnes qui ont 60, 70 ans, mais voilà, pour la nouvelle génération, qu'ils sachent qu'il y avait aussi ces champions. Alors justement, le sport et la politique, ce sont des succès, on l'a vu, on le voit dans le film, un peu aussi dans l'extrait, mais c'est aussi parfois des échecs, se confronter à l'échec. Je vous invite, Aurélie, à regarder un autre extrait de votre film, Barnet-Bambuck, athlète engagé. Il est au départ de la finale du 100 mètres. Les derniers mètres sont un cauchemar. Je découvre mon père face à la défaite. Elle semble si pesante. Comment se remobiliser pour le 200 mètres alors que l'un de ses adversaires, l'Américain John Carlos, se met déjà dans l'ambiance du stade ? Comment vous avez vécu, vous, Aurélie Bambuck, la fin de carrière sportive de vos parents et aussi les déceptions politiques de votre père, parce qu'elles sont évoquées justement dans ce film? Alors la fin de carrière sportive, bon, moi je ne l'ai pas connue. Quand je suis née, mon père n'avait plus le physique de champion qu'on lui connaît. Mais en découvrant ces images et en découvrant l'histoire, je me suis souvent demandé, mais pourquoi t'as pas continué les Jeux Olympiques? C'est pas parce que tu as échoué une première fois que tu vas échouer une seconde fois. Mais non, lui, il a tourné la page, et la politique, c'était la même chose. Il s'est présenté aux élections à Dreux, dans l'Eure-et-Loire, qui était la première terre électorale du Front National, de l'ancien Front National. C'était déjà un gros défi pour un socialiste, un encore plus gros défi pour un ancien ministre noir, et il s'est lancé justement pour le défi. Il a été battu dès le premier tour, et derrière, il a tourné la page politique. Il n'a pas cherché à aller à poursuivre. Non, pour lui, une page était tournée. Il avait vécu une expérience. En fait, c'est ça, mon père. Il vit des expériences, il va jusqu'au bout des expériences, mais après, il change d'expérience. Il a pu en parler aussi avec vous? Il a pu en parler avec nous. Pour le coup, la défaite politique, je l'ai vraiment suivie parce que j'étais enfant. Et je me souviens très bien de la déception sur le coup, parce que le jour des élections, la défaite, dès le lendemain, on est allé dans son bureau de campagne récupérer toutes les affiches, les mettre à la poubelle pour dire vraiment là, j'ai tourné une page. Merci Aurélie Bambuck. Et je rappelle que votre film, donc Barnet-Bambuck, athlète engagé, est visible sur le site de NOAH, France 3 Nouvelle-Aquitaine, rubrique La France en vrai. Merci. Hervé Lecor est l'une des plus grandes plumes du roman noir en France aujourd'hui. À travers son œuvre forte d'une trentaine de romans et de nouvelles, il nous parle du monde d'aujourd'hui en s'appuyant sur l'histoire. C'est dans sa ville, à Bordeaux, donc, au moment où il écrivait son dernier livre, Dans l'ombre du brasier, que Laurent Tournebise, le réalisateur, l'a rencontré pour en faire son portrait, un film produit par France 3 Nouvelle-Aquitaine et Serge Houot. Regardez un extrait d'Hervé Lecor à l'encre noire. Ce que j'essaye de raconter toujours, ou de dire, ou de faire sentir, ce sont forcément des émotions fortes. Rimbaud disait « je fixais des vertiges ».
Et je crois que c'est ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire le vertige, le malaise que je peux ressentir en observant autour de moi la société, le monde. C'est une espèce de vertige, d'étourdissement presque. Et c'est ça que j'essaye de mettre sous cloche. Mes bouquins me permettent de figer ça. Bonjour Laurent Tournebise, vous êtes le réalisateur du film dont nous venons de voir un extrait. Installez-vous, merci d'être venu. Merci. On vous connaît déjà sur Noah et France 3 pour un portrait de l'ancien président des Girondins de Bordeaux, Claude Bèze. Donc aujourd'hui, après l'univers parfois trouble du foot, vous vous êtes intéressé au monde du roman noir et à Hervé Lecor. Est-ce que c'est difficile d'approcher les écrivains avec une caméra aussi longtemps pour faire un film de 52 minutes ? Surtout Hervé Lecor, ce n'était pas simple parce que c'est quelqu'un de très pudique à la base, qui ne court pas après les médias. Donc il écrit depuis 30 ans, il a fait très rarement des émissions de télé, plus des émissions radio. Donc il fallait déjà un peu percer cette carapace, c'est-à-dire qu'il n'est pas simple, mais bon, j'ai pris du temps parce qu'il y a la partie un petit peu ingrate du travail des réalisateurs. Je le connais depuis 8 ans, on va dire. Voilà. Et ça a été... créer ce lien de confiance. Sur la durée, j'avais évoqué dès le départ de notre rencontre ce projet de documentaire. Il m'avait dit à l'époque, d'accord, quand j'aurai 80 ans et que je serai à l'Académie française. Voilà. Donc on accélère un peu les choses. Alors, Laurent, ce qui frappe aussi dans votre film, c'est cette espèce de force tranquille et cette simplicité en fait, qui se dégage de l'écrivain Hervé Lecor, tout à ses recherches historiques pour nourrir et peaufiner ses intrigues. Je vous propose de regarder un autre extrait que nous avons choisi, où comment l'épisode tragique de la Commune en 1871 inspire Hervé Lecor. Cet espace disparu, je ne le connais pas, je le réinvente. À partir des quelques éléments que je peux avoir, les photos de barricades, les plans de Paris, après je fais le reste, quoi. Je reconstruis mon décor, je reconstruis ma scène. Comme ça m'arrange en plus. Je suis dedans, moi. J'entends les balles siffler autour de mes oreilles. Je vois les immeubles s'effondrer. Je vois les types tomber. La cervelle en bouillie. Voilà, je vois tout. Et donc j'écris ce que je vois. Ce qui frappe Laurent Tournebise, c'est cette espèce de force tranquille qui se dégage donc de la personnalité de l'écrivain. Est-ce que vous pouvez nous dire, au fond, parler de littérature, parler d'un auteur, c'est pas non plus toujours très courant dans le monde du documentaire. Alors, comment vous vous y prenez justement pour faire un film comme celui-ci, en le regardant peut-être autrement que dans un bureau ou devant son bureau face à une page blanche ? Mais justement, je voulais faire sortir de son bureau. Je voulais pas quelqu'un juste derrière en train de nous raconter ce qu'il est en train de faire. Donc le but, c'était l'idée d'un road trip, on va dire. Parce que Hervé Lecor, c'est toujours un homme en marche, qui gamberge toujours. Et donc l'idée, c'était un peu le faire déambuler dans les décors, on va dire, de ses romans, justement, que ce soit dans Bordeaux ou bien dans la périphérie. Voilà, c'était le faire s'incarner, on va dire, dans ses romans, par rapport à ça. Merci Laurent Tournebise pour ce film sur l'écrivain bordelais Hervé Lecor. À voir donc sur France 3 le lundi 16 novembre, comme quoi littérature et cinéma peuvent faire aussi bon ménage. Avant de nous quitter, 2 petites choses encore. Et d'abord, un coup de chapeau à Pauline Horowitz et Juliette Guigon, réalisatrices et productrices du film Papa s'en va, un film France 3 Nouvelle-Aquitaine qui vient d'obtenir le Grand Prix du jury et le Grand Prix du public au Festival international de Vevey en Suisse, un autre festival important aussi avec La Rochelle. Et donc un film à voir sur France 3 le 23 novembre. Et puis la deuxième chose, on ne pouvait manquer l'occasion, pour finir, de parler d'un film qui devait être présenté au Festival des Escales documentaires, La double vie du cognac, de Mathilde Fessin, produit par France 3 Nouvelle-Aquitaine et 13 Productions Gilles Pérez. Alors, en 2 mots, le film raconte comment le cognac a retrouvé une nouvelle jeunesse, en particulier aux États-Unis, sur fond de rap et de jazz. Regardez un extrait. Il y a un monde de différence entre la Charente, Cognac et les États-Unis. D'un côté, on va avoir l'artisanat
du viticulteur, du maître de chai, du tonnelier. Et de l'autre côté, on va avoir des gens qui veulent juste faire la fête, mais apprécier le bon produit. Pour le cognac en général, le marché américain reste de très loin le premier marché au monde. It's not just something that popped up, in nightlife. It didn't just pop up in, a cocktail book. It's, there's history and tradition. Ça fait des décennies et des décennies que les Afro-Américains sont de gros consommateurs de cognac. Le monde de la musique, notamment des rappeurs qui se sont emparés du cognac comme emblème culturel, a aussi beaucoup servi le cognac pour son développement aux États-Unis. Si ces Américains viennent en France, ils verront qu'on est plutôt en mode peau de bête, cheminée et pantalon en velours, quoi. La double vie du cognac, donc à voir sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, à boire avec modération bien sûr, mais à voir donc sur France 3 Nouvelle-Aquitaine le lundi 7 décembre. Merci à vous Didier Roten avec les escales documentaires. Longue vie aux escales documentaires de La Rochelle qui, je le rappelle, cette année se passe en ligne sur le site que nous allons d'ailleurs faire apparaître sur l'écran. Continuez à défendre des films. Merci aussi à vous, Laurent Tournebise, réalisateur. Continuez à défendre des films, des réalisateurs et des producteurs pour faire vivre le monde du documentaire et nous proposer tous ces films et ces rendez-vous très intéressants et puis aussi très conviviaux comme à La Rochelle en particulier. À bientôt vous deux et puis à bientôt aussi pour un nouveau rendez-vous de Côté Doc.